Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci de vous être connectés. Donc, on a le plaisir ce soir d'accueillir Mathias Rossignol, qui est praticien hospitalier en anesthésie-réanimation à l'hôpital Lariboisière et qui est un expert auprès de plein de conférences de consensus et recommandations formalisées d'experts sur toutes les complications obstétricales notamment. Et donc, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc, pour nous parler d'hémorragie du postpartum et d'embolie amniotique. Mathias, je te laisse la parole. Et je te Merci remercie. beaucoup. Bonjour à tous, bonne année déjà. J'espère que souffrira moins que les autres fois. On va parler un peu d'HPP et en effet d'embolie amniotique parce que là, c'est un topo pour des réanimateurs et clairement, ce qui vous intéresse plus dans ce cas-là, c'est les formes graves d'hémorragie du postpartum. Parce que vous allez voir que c'est une situation assez fréquente et qui généralement est plutôt gérée par des binômes d'anesthésistes et d'obstétriciens. Ça, c'est l'évolution de la mortalité maternelle en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez que ça a énormément baissé. Et pour vous donner une idée, voilà les chiffres actuels de pays comme le Sénégal, qui ont des mortalités extrêmement importantes par rapport à nous. Nous, on a à peu près 10 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est à peu près les chiffres qu'ont les pays occidentaux. Ça, c'est issu d'un rapport qui est publié régulièrement et qui montre que finalement, les hémorragies obstétricales, vous voyez, ça a longtemps été une cause vraiment très importante. Et vous voyez que finalement, par rapport à l'embolie amniotique, par rapport à l'embolie pulmonaire, c'est assez comparable. Et même quand on regarde les hémorragies par atonie utérine, en fait, il y a une vraie diminution. Et l'hémorragie du postpartum, qui a été un petit scandale en France il y a 15 ans, est une cause en voie de réelle diminution, grâce très clairement à des réorganisations des maternités et la suppression de petites maternités qui étaient complètement sous-équipées, et aussi le glissement de procédures, des progrès médicaux et des progrès organisationnels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une HPP? C'est un saignement généralement après l'accouchement, parfois avant. On dit souvent plus péripartum que postpartum, avec un certain nombre de causes qui n'ont pas tellement changé dans le temps. L'atonie utérine, qui vient du fait qu'en fait, les vaisseaux utérins n'ont plus la possibilité de se contracter. Donc, du coup, quand vous saignez, le premier mécanisme d'hémostase, c'est la vasoconstriction. Et là, ce qui fait office de vasoconstriction utérine après l'accouchement, c'est la rétraction utérine qui écrase les vaisseaux et qui permet de faire l'hémostase. Et quand vous avez une atonie utérine, c'est que l'utérus refuse de se contracter après l'accouchement, et bien vous avez les vaisseaux qui sont vasodilatés, qui saignent. Il y a évidemment tout un tas de déchirures cervico-vaginales qui peuvent être provoquées par la tête du bébé, par des forceps ou par une cicatrice de césarienne qui s'est déchirée. Il peut y avoir des plaies alors aussi en percésarienne, avec des cicatrices qui filent vers des gros vaisseaux. Ça peut donner des saignements par voie basse, ça peut donner des saignements intra-abdominaux. Et puis, il peut se rajouter là-dessus des problèmes d'hémostase, soit alors assez rarement constitutionnels quand même, potentiellement médicamenteux avec des antiagrégants, des anticoagulants, ou acquis par la pathologie, dans des contextes un peu particuliers, qui peuvent être l'hématome rétroplacentaire, l'embolie amniotique, ou de toute hémorragie de la délivrance qui dure, et qui, à force de se choquer, va développer des troubles de l'hémostase secondaire. Alors, il y a des recommandations de 2014, avec toutes les sociétés savantes qui vont bien. Et ces recommandations, ça ressemble à ça. Alors, on ne va pas détailler tout ça, évidemment, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que d'abord, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Oui, c'est un truc assez complexe, avec deux choses. C'est que d'abord, il y a des choses en vert qui sont plutôt du domaine de l'équipe obstétricale et des choses en orange qui sont plutôt du domaine de l'équipe d'anesthésie. Et tout ce monde-là est censé communiquer et travailler ensemble. Ça, c'est vraiment très, très important. La deuxième chose, c'est que vous voyez qu'il y a une prise du temps et que cette première étape doit être faite en moins de 30 minutes, cette deuxième étape en moins de 30 minutes, etc. etc. Donc, il y a une exigence de temporalité qui est extrêmement importante dans le succès. Alors, gros, c'est quoi une HPP en continu? Je vous ai expliqué les causes. Donc pour traiter toutes ces histoires-là, on a un certain nombre d'armes thérapeutiques. Il y en a une qui sont les hétérotoniques. Alors, il y a deux grands hétérotoniques. Il y a le syntocinon et le nalador. Ces médicaments qui vont forcer l'utérus à contracter quand il ne veut pas le faire. Il y a des techniques chirurgicales.
Alors, ça peut être des sutures par voie basse d'une déchirure de la filière, du vagin. Il y a des systèmes de ballonnets qui se vont dans l'utérus. Quand l'utérus ne veut pas se contracter, on met un ballonnet dedans et on l'expand de façon à comprimer les vaisseaux. Il y a des possibilités par laparotomie de faire des ligatures vasculaires en ligaturant des artères utérines, des artères hypogastriques. Il y a des systèmes de capitonnage et d'hystérectomie. Et là, on est plus dans ce qu'on appelle la damage control surgery. C'est la chirurgie un peu de guerre où finalement, on enlève l'utérus et on met des champs pour appuyer comme on ferait sur un polytraumatisé. Et puis, il y a des médicaments qui jouent sur la coagulation, médicaments, produits dérivés du sang. Il y a l'acide tranexamique, évidemment, l'hexacil, il y a le fibrinogène, il y a la transfusion sanguine et l'éternel Novoseven. Il n'y a pas énormément de découvertes de ce côté-là. Et puis, c'est des médicaments que vous pouvez connaître dans d'autres situations hémorragiques. Et évidemment, la radiologie interventionnelle, hein, qui est maintenant très présente dans toutes notre spécialités, soit sur les spistacies, sur les traumas thoraciques, sur les traumas du bassin, sur les traumas de la rate maintenant, et évidemment sur tout ce qui est hémorragie du postpartum. On peut emboliser de façon plus ou moins sélective des artères utérines, et ça marche très bien. Alors, le choix entre toutes ces techniques, il y a des techniques assez systématiques comme le syntocinon de l'inlador. Puis après, le choix entre des sutures chirurgicales ou des interventions radiologiques, ça va être un peu du cas par cas. Puis ça va un peu dépendre aussi de vos moyens locaux. Toute maternité est censée pouvoir faire une hystérectomie de l'hymostase. Toute maternité n'est pas capable de faire une embolisation, évidemment. Alors, en termes de gravité, puisque là, on est sur un topo de réanimateur, le plus souvent quand même, c'est quoi une HPP? C'est une patiente qui n'a pas d'antécédent, qui n'a évidemment pas de trouble de l'hémostase, d'ailleurs elle a couché avec une péridurale, donc elle n'a pas de trouble de l'hémostase, qui présente une hémorragie après l'accouchement, soit sur une atonie utérine, soit sur une déchirure cervico-vaginale, et tout ça, en fait, va se traiter en salle de travail, avec l'anesthésie qui va bien, l'obstétrique qui va bien, qui consiste essentiellement à faire une révision utérine, c'est-à-dire vérifier que l'utérus est vide, et puis suturer les quelques déchirures, et un médicament, l'ocytocine, et parfois un deuxième, le nanadol. Ça, c'est le plus souvent. Parfois, c'est un truc en fait qui ne guérit pas si facilement que ça et qui va nécessiter un peu une deuxième ligne avec le ballonnet de Bacri, c'est le truc qu'on met dans l'octulus et qui gonfle, et éventuellement des soucis d'hémostase qui vont faire apparaître des médicaments comme l'acide tranexamique. Et puis, plus rarement encore, ça peut être nécessité de faire de la chirurgie d'hémostase, de la transfusion, et quand même, alors là, tiens, je ne sais pas pourquoi ça ne veut plus, et de façon encore plus rare, on va aboutir dans des situations plus réanimatoires, de choc hémorragique, de transfusion massive et de coagulopathie. Là-dedans, il peut y avoir des détresses vitales. La dame peut se retrouver intubée, elle peut se retrouver hypotendue avec un peu de noradrénaline, mais il y a tout un stade où finalement, ça va être des détresses assez rapidement réversibles quand on aura clampé ce qui saigne. Et puis, dans un certain nombre de cas, on va passer dans de la vraie défaillance. Alors, vous voyez que les hémorragies du postpartum, c'est à peu près 5 à 10% des accouchements. Donc, il y en a 35 000 à 70 000 par an. Donc, si c'était toujours très grave, vous seriez au courant. On a finalement de l'ordre de 3 à 4 000 patientes transfusées par an autour d'un accouchement. Et finalement, on a 1% des HPP qui arrivent dans des situations catastrophiques. Ça fournit finalement 350 à 700 patientes par an. C'est quand même pas négligeable, hein, voilà, mais c'est évidemment une minorité par rapport aux 700 000 accouchements. Alors, quelle est la place donc, de la réanimation en tant que service là-dedans? D'abord, ça dépend beaucoup des structures. Ça peut être un rôle important de renfort. Dans des gros hôpitaux comme le mien ou comme beaucoup d'hôpitaux de grandes villes, finalement, il y a des structures de réanimation assez lourdes, avec souvent un anesthésiste pour la mater, un anesthésiste pour le bloc, le réveil, parfois une réanimation chirurgicale. Donc, il y a finalement des capacités de renfort interne très importantes. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux où il y a moins de moyens et il y a parfois un seul anesthésiste sur place qui s'occupe de la mater, qui n'a pas forcément d'infirmière anesthésiste. Et en cas de catastrophe dans la maternité, il va faire appel à des renforts. Et les renforts peuvent être très bien le médecin de garde en réanimation, quelle que soit sa spécialité, ou parfois l'urgentiste. Et on a beaucoup de situations comme ça où finalement, il y a des renforts internes qui sont mobilisables.
Les renforts externes, ça peut être du SAMU, du SMUR, ou ça peut être des médecins de la clinique ou de l'hôpital qui reviennent. Mais donc, évidemment, si vous êtes en réanimation dans un hôpital où il y a une maternité, s'ils n'ont pas beaucoup de situations, de solutions sur place, vous pouvez être un renfort au bloc obstétrical. Alors, si vous êtes appelé au renfort au bloc obstétrical, évidemment, on ne vous donnera pas de gérer des trucs spécifiques d'anesthésie loco-régionale ou générale de femmes enceintes. Par contre, vous pouvez être d'un renfort extrêmement important sur la gestion d'une transfusion massive, sur des aides techniques de gestes, etc., etc. Et puis évidemment, indépendamment de ce renfort sur le lieu du drame, j'ai envie de dire, en post-HPP, la plupart des HPP vont être surveillés soit en salle de travail, soit en salle de réveil, mais elles peuvent aller dans certaines structures en soins continus. Il y a certaines structures où l'endroit de surveillance des malades un peu lourds est la réanimation. Et puis évidemment, il y a des patientes qui, en dehors de la surveillance, ont réellement besoin d'aller en réanimation pour des prises en charge de défaillance. Avec une patiente qui certes ne saigne plus, mais toujours en état de choc parce qu'elle fait l'ischémie-perfusion, des patientes qui font un SDRA, des patientes qui font une nécrose tubulaire aiguë, voire une nécrose corticale. Donc, il y a quand même un pourcentage de patientes qui vont aller en réanimation et pas seulement pour des raisons de surveillance, mais pour suite de la prise en charge d'une défaillance. Bon, quand on est à ce stade-là, ce n'est pas une réanimation très spécifique, hein, finalement, tout ce que je viens de citer. C'est des contrôles de défaillance, c'est de la transfusion et c'est le plus souvent postpartum. Alors, ou pas, parce qu'il y a quand même certaines situations où l'hémorragie du postpartum arrive pendant la grossesse. Ça peut être sur des fausses couches, qui sont parfois extrêmement hémorragiques. C'est évidemment très minoritaire, parce que les fausses couches, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans la vie des femmes, mais qui finalement, de temps en temps, donnent des hémorragies très graves. Et puis, ça peut être plus tardif dans la grossesse, sur des ruptures utérines, sur des embolies amniotiques ou sur des hématomes rétroplacentaires. Donc là, évidemment, dans ces cas-là, l'extraction fétale fait partie du traitement, en particulier en fin de grossesse. D'abord pour le pronostic fœtal. Si vous avez par exemple un gros hématome rétroplacentaire, c'est un hématome qui décolle le placenta et qui déclenche une asphyxie fœtale. Donc ça donne du trouble urique fœtaux énorme et les bébés sont sauvables, donc ils doivent être sortis. Puis évidemment, cet hématome est source de saignement et de CIVD, et donc il n'y a qu'en vidant l'utérus et en enlevant l'hématome qu'on y arrivera. Donc c'est des situations où, en plus de la réanimation maternelle, il va falloir gérer une extraction fœtale dans le but de sauver les deux pronostics. Alors, si vous intervenez dans une situation, il y a une seule chose dont il faut se souvenir, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication thérapeutique de quoi que ce soit, en termes de gestes, en termes de radiologie, de médicaments, liés au fœtus. D'accord ? Aucune contre-indication. Alors, parmi ces catastrophes d'HPP, finalement, encore une fois, la plupart des HPP, on s'en sort. Et en plus tard, la plupart des HPP, la défaillance d'organes, elle est liée à la prolongation du choc. Et comme maintenant, on a quand même des armes de contrôle du saignement qui sont assez importantes, dans l'immense majorité des cas, la patiente présente une insuffisance circulatoire aiguë qui va être réversible quand on va contrôler le choc. Qu'est-ce qui peut faire que finalement, on n'arrive pas à contrôler le saignement ou que, même en contrôlant le saignement, on ait généré un état de défaillance multiviscérale qui ne va pas régresser tout de suite? Un des grands candidats à ça, c'est l'embolie amniotique. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il est probable que dans certaines embolies HPP graves se cachent des embolies amniotiques non diagnostiquées. Alors voilà à quoi ça peut ressembler une feuille d'anesthésie d'embolie amniotique, avec vous voyez, des tensions très erratiques, même parfois des bolus d'adresse sans gamma parce que la pression est introuvable, des transfusions massives, du G-Suit, du Novo7, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être assez impressionnant, hein, et assez difficile à vivre. Alors, quelques données épidémiologiques, la fréquence n'est pas très claire parce qu'en fait, elles ne sont pas toutes diagnostiquées. Et puis, on verra tout à l'heure qu'il y en a qui sont diagnostiqués par excès, puis il y en a qui ne sont pas diagnostiqués, donc par défaut. Ça, ce sont les Japonais qui font beaucoup d'anapathes, et ils font des anapathes aux patients qui sont décédés. Ils trouvent quand même 25% d'embolie amniotique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils retournent dans le dossier pour regarder la discordance entre le diagnostic anapathe et le diagnostic dans le dossier. Et dans le cadre de l'embolie amniotique, il y a 50% de discordance. Ça veut dire qu'en fait, 50% de leur dossier d'embolie amniotique, le diagnostic n'est pas envisagé par les cliniciens. Et qu'est-ce qu'envisageaient les cliniciens quand ils se sont retrouvés face à des catastrophes qui, secondairement, se sont révélées des embolies amniotiques? C'est soit une CIVD d'origine inconnue, soit un état de choc d'origine inconnue. Donc là, on voit bien quand même que les dés sont jetés. Ces deux critères diagnostiques majeurs, c'est la gravité de l'état de choc et la gravité de la CIVD. D'ailleurs, ça, c'est un registre américain
par des gens du Texas qui travaillent beaucoup là-dessus. Il y a une fondation de l'embolie amniotique où ils récupèrent des dossiers par tous les moyens. Parfois, c'est même les familles qui fournissent les dossiers. Et les experts ont essayé de reclasser ces dossiers qui avaient été proposés comme des hémorragies, enfin pas comme des embolies amniotiques. Et vous voyez que finalement, à peu près dans 50% des cas, les experts considèrent qu'en effet, c'est une embolie amniotique absolument typique. Elle a ce qu'on appelle les critères de Clark, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, dans 12% des cas, ils disent il n'y a pas les critères, mais il faut reconnaître que c'est probablement ça, parce qu'il n'y a pas d'autre cause connue qui puisse donner un truc comme ça. Donc, si on n'a pas tous les critères, c'est embêtant, mais on retient le diagnostic. Dans un certain nombre de cas, ils n'arrivent pas à trouver ce que c'est. Comme ils le disent dans l'article, c'est généralement des dossiers dans lesquels il manque trop de pièces. Et puis, dans 21% des cas, inversement, ils redressent le diagnostic en disant ce n'est pas une embolie amniotique. Et dans ces 21% de cas où finalement c'est autre chose, c'est soit en fait pour une hémorragie de la délivrance simple qui a tourné à la catastrophe, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher une embolie amniotique, des complications d'anesthésie, qui sont généralement soit des surdosages en catécholamine, et ça, on a quelques cas comme ça de patientes qui ont un surdosage en catécholamine et qui font probablement une défaillance viscérale sur de la cardiopathie de stress, ou des complications d'anesthésie loco-régionale avec des intoxications aux produits anesthésiques locaux ou des rachis qui montent trop haut, et évidemment du sepsis qui peut mimer une embolie amniotique. Il y a certains sepsis chez la femme enceinte qui sont absolument foudroyants et qui peuvent faire passer en 2-3 heures une patiente qui arrive sur ses deux pieds dans un état de choc complètement réfractaire, en particulier avec des chocs toxiniques. Et ça peut mimer une embolie amniotique. Alors, les critères de Clark, les voici, ils sont très simples. C'est des critères qui sont assez diffusés et qui sont pas mal utilisés. C'est la survenue brutale, soit d'un arrêt cardiaque ou de l'association d'une hypotension artérielle sévère et d'une détresse respiratoire, associée à une CIVD précoce. Et ça, il précise, c'est très important que cette coagulopathie doit être détectée avant que la perte sanguine soit importante, parce que quand une femme a saigné 4 litres de sang et qu'on l'a remplie avec des culots et du plasmon, c'est sûr qu'il y a des troubles de l'hémostase. La particularité de l'embolie amniotique, je vous montrais tout à l'heure, c'est que la CIVD, quand elle est là, elle précède le saignement. Évidemment que ça arrive dans les 30 minutes autour de, soit pendant le travail et généralement dans les 30 minutes autour de la délivrance, et sans fièvre. Bon, voilà, ça c'est toujours rigolo, ce genre de truc. Enfin, ça veut dire que la dame, elle n'a pas 42 fièvres pendant tout le travail, parce que dans ce cas-là, on va plutôt vers un système de choc septique. Donc, c'est de l'arrêt cardiaque ou de la défaillance cardio-respiratoire avec de la CIVD autour de l'accouchement. Alors, quand on regarde les études françaises qui sont intéressées à reprendre les cas que le comité de mortalité maternelle avait classés en embolie amniotique, avec ces critères, vous voyez qu'en fait, il y a 60% des cas qu'on a classés en embolie amniotique qui avaient ces critères, et il y a 40% qui n'avaient pas tous ces critères, et le critère qui manquait était souvent la CIVD. Et alors, en sachant que souvent, comme dans le papier que je vous ai montré, il y a quand même 7 patientes qui avaient une coagulopathie clinique démontrée par les cliniciens, mais qui n'a pas eu de biologie prélevée. Et puis, il y a eu des patientes qui ont été en arrêt cardiaque d'emblée, qui n'ont pas eu le temps d'avoir l'hémorragie et qui n'ont pas eu d'examen biologique. Et globalement, ces cas, évidemment, c'est des formes beaucoup plus brutales d'embolie amniotique. Et donc, on a quand même 11 patients qui n'ont pas de prélèvement biologique, qui sont un peu froid dans le dos, mais enfin, qui sont décédés en moins de 60 minutes. Et ça, vous pouvez très, très bien comprendre que dans des équipes qui sont un peu légères, 30, 45 minutes, 60 minutes, c'est un peu le temps pour se réorganiser. C'est le temps pour avoir des renforts. Et quand on est dans la panade, en fait, on n'a pas le temps de faire biologie. Ça revient sur une des diapos précédentes, le rôle important que pouvait avoir une équipe de réanimation en renfort, par exemple, pour avoir de la biologie, parce que si les gars sont tous seuls, évidemment, ils auront très peu de biologie, ils auront un peu de biologie délocalisée. Alors, en pratique, c'est donc un état de choc inaugural non septique pendant le travail, a fortiori s'il y a une coagulopathie précoce. Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de ce truc-là? En fait, il faut y penser et faire comme si. Souvent, on nous pose la question, mais ça change quoi? Ça change tout. Ça change les moyens. C'est typiquement la situation où il faut appeler précocement. Et c'est des diagnostics, vous savez qu'on fait beaucoup de simulations maintenant pour former les gens. C'est un diagnostic qu'il faut dire à voix haute. Si l'anesthésiste, à un moment, pense que c'est une embolie amniotique, il doit dire tout haut,
ce n'est pas une HPP, c'est une embolie amniotique. Et si vous mettez ça dans la tête du chirurgien, il va réfléchir différemment. Et sa procédure va changer. Et inversement, si le chirurgien se dit « mais c'est pas possible, c'est une embolie amniotique », il doit vérifier que le gars qui a la tête a compris. Parce que quand vous allez dire à l'anesthésiste « c'est une embolie amniotique », lui, il va déclencher tous les renforts qu'il peut déclencher. Alors après, ça ne va pas permettre l'injection d'un médicament miraculeux, mais ça va permettre de réorganiser les soins. Et en particulier dans des petites structures, les besoins en produits sanguins labiles peuvent être très importants. La plupart des cliniques, maintenant, elles ont un frigo dans lequel il y a 3-4 culots globulaires. Comme on dit, ça permet de démarrer la transfusion et ça permet de tenir la première heure et ça permet de tenir le temps que du soin arrive. Si c'est une embolie amniotique, les besoins en produits sanguins et en particulier en PFC vont être considérables et vont toujours dépasser les stocks disponibles. Et ça, ce n'est pas facile d'organiser une transfusion massive dans une clinique. Donc plus ça s'organise tôt, plus ça peut marcher. Donc c'est important de, à un moment, prendre parti que c'est une embolie amniotique. Les tests rétrospectifs, on les aura plus tard. Alors, les tests qui font un peu le diagnostic rétrospectif, il y a l'autopsie, il y a le lavage broncho-alvéolaire. Vous imaginez bien qu'en salle de travail, on ne fait pas de LBA. Celles qui ont LBA, c'est celles qui arrivent en réanimation. On peut avoir des pièces d'hystérectomie, la tryptase, l'IGF-BP1, le complément. Bon, ça, il y a quelques case reports. Les trucs qui se font actuellement, c'est la tryptase, l'IGF-BP1, et le complément, ça peut être intéressant, mais tout ça, c'est la tryptase plasmatique, vous l'avez 15 jours après, en gros, hein, et l'IGF-BP1 aussi. Alors, la NAPAT, vous voyez, ça peut vous montrer des bouts de cheveux. Voilà, c'est des trucs un peu, ça c'est des anapates de patients décédés. Hein. Voilà, avec, bon, quand la patiente a fait un truc qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'embolie amniotique, qu'elle meurt malgré les efforts de réanimation et que vous trouvez ça dans le poumon, bon, tout le monde reconnaît que c'est probablement une embolie amniotique. Attention sur l'anatomopathologie, parce que ça pourrait être, on est habitué en médecine, l'anapathe, il a toujours raison. Hein. C'est un cancer ou c'est pas un cancer, mais c'est l'anapathe qui fait la fin du match. Et en fait, il faut se méfier, parce que la négativité de l'anatomopathologie pulmonaire n'élimine pas forcément le diagnostic. Il y aurait de très belles études japonaises qui montrent que parfois, il n'y a rien dans les poumons. Et inversement, la positivité de l'anatomopathologie, elle prouve qu'il y a eu du passage de liquide amniotique dans le sang, mais elle sera interprétée comme preuve d'une embolie amniotique que si le tableau clinique est en faveur. Vous allez voir tout à l'heure, on peut trouver du passage de liquide amniotique dans le sang sans qu'il y ait d'embolie amniotique. Alors, l'IGF-BP1, c'est un marqueur qui est bien connu maintenant, avec sur la première étude des résultats super encourageants et des données plus récentes qui minimisent un peu ça. Ça reste très spécifique d'un passage important de liquide amniotique dans le sang. Donc, si vous avez une CIVD catastrophique et vous avez un taux d'IGF-BP1 élevé, personne ne disputera. Par contre, ça manque de sensibilité, il faut le prélever au bon moment, c'est très influencé par la réanimation, les tests qualitatifs fonctionnent mal et vous pouvez avoir des IGF-BP1 négatives. Alors, sur la physiopathe qui aide à comprendre le diagnostic en salle de travail, ce n'est pas très clair non plus. Au début, on a beaucoup pensé à l'obstruction mécanique. Puis après, il y a une sorte d'époque où on a parlé de réaction anaphylactique, puis après, plutôt de réaction inflammatoire. Bon, le coup de l'obstruction mécanique, on le comprend bien. Vous avez un embole dans le sang de liquide amniotique plus ou moins méconial, avec des particules fétales dans lequel il y a du facteur tissulaire, tout ce que vous voulez. Ça entraîne une HTAP aiguë, un peu obstructive et par vasoconstriction, une défaillance droite, il peut y avoir de l'embolie paradoxale s'il y a un PFO, et un choc cardiogénique droite. Bon, ça, tout le monde peut le comprendre, en fait, ça ressemble un peu à une embolie pulmonaire. Et il y a tout un tas de case reports qui montrent qu'on a au début plutôt un tableau d'IVD transitoire, avec, vous voyez ici, le oreillette, ventricule, oreillette, le septum interauriculaire qui est complètement bombé et qui écrase l'oreillette gauche. Et ça, c'est un bel exemple de désamorçage de la gauche par la droite, et avec une fuite tricuspidienne. Bon, voilà, ça, c'est un case report. Il y a d'autres case reports où les gens montrent un ventricule gauche qui contracte très bien, un ventricule droit dans lequel on voit passer des trucs. Bon, voilà, c'est une sorte de syndrome embolique. Évidemment, des images assez simples à obtenir, avec une veine cave et des veines hépatiques complètement dilatées. C'est important, ces images,
dommage, parce que dans le monde de l'anesthésie et dans le monde de l'obstétrique, comme en réanimation, il y a eu un développement considérable de l'échographie. Et ça a changé en 20 ans. Maintenant, la salle de travail, il y a des échographes. Les gens commencent à mettre des péridurales sous échographie. Dès qu'on a une voie veineuse difficile, on met une échographie. Évidemment, tous les cathés sont mis sous échographie. Souvent, la maternité, elle est à côté d'un bloc obstétrical. Les obstétriciens passent leur temps à faire des échographies. Il n'y a pas besoin d'une écho-cœur de haute qualité pour montrer que le VD est complètement dilaté et pour montrer que la veine cave est complètement dilatée. Et ça, on insiste beaucoup sur la nécessité, devant un état de choc maternel, d'utiliser les moyens échographiques disponibles. C'est plus facile de faire ça que de mettre un cathé central en jugulaire pour trouver la PVC. Et donc, il y a pas mal de, voilà, c'est encore pas mal de publications régulièrement, celle-ci récente, hein, avec à chaque fois, c'est un petit cas clinique et une revue de la littérature qui est essentiellement une revue de cas cliniques. Enfin bref, les cas cliniques s'accumulent pendant lesquels quand même, devant la catastrophe maternelle, la mise en évidence d'un cœur droit aigu a quand même bien aidé à orienter le diagnostic. Alors évidemment, ça peut être une embolie pulmonaire, mais si la dame derrière se met à saigner la rage avec un sang incoagulable, ça n'a pas de raison d'être une embolie pulmonaire, donc on peut quand même s'aider un petit peu. Alors, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce qu'il y a plein de données dans la littérature qui ne vont pas avec ça. Ça fait un temps fou que les gens prennent des animaux, leur injectent du liquide amniotique et essaient de recréer des embolies amniotiques et qu'ils n'y arrivent pas. Hein, et là, on vous explique carrément que chez le sien, je suis complètement en parfaite innocuité avec des animaux à qui on injecte des volumes de liquide amniotique qui sont tout à fait respectables par rapport au poids du singe. Et vous voyez, là, ils vont tous très bien, les singes, là, la tension, voilà, la tension, elle monte, le cœur ne joue pas grand-chose, il y a un peu de fibrinogène non plus, enfin bon, bref, il ne se passe rien du tout. Ça ne va pas du tout. Et d'autres études comme ça, alors là, ils se sont amusés à faire des animaux enceintes, pas enceintes, dans lesquels on injecte du liquide amniotique de l'animal ou d'un autre animal, ou de l'humain méconial, pas méconial, etc. Et vous voyez que dans certains cas, ben, vous avez une défibrillation, et puis parfois, il ne se passe rien. Puis parfois, au bout de 2 minutes, il y a une petite baisse de tension. C'est très, très variable. Et voilà cette étude, ce papier, pardonnez-moi, qui reprend un peu depuis 1940 toutes les expériences animales. Et vous voyez que finalement, bah, parfois il y a pas de la coagulopathie, parfois il y a du choc, parfois il n'y a pas de choc. Et en fait, ce n'est pas super clair. Et puis, pareil, je vous disais tout à l'heure que l'anapathe, ce n'était pas le gold standard. Bah, voilà une histoire un peu ancienne, mais qui est amusante, avec des patientes prééclampsiques extrêmement sévères et qui ont accouché avec des Swan-Ganz, c'est-à-dire un cathé artériel pulmonaire qui va dans l'artère pulmonaire. Ils ont fait des prélèvements pendant le travail, après la délivrance et en postpartum. Il n'y a évidemment eu aucune embolie amniotique, aucune CVD, aucun choc. Et par contre, il y a des prélèvements positifs chez 3 patientes qui se sont portés très très bien. La deuxième chose qui ne va pas, c'est que quand on a quelques cas qu'on arrive à recréer avec de l'hémodynamique un peu plus invasive, on s'aperçoit que quand on fait une embolie amniotique, bon, d'abord, il y a d'abord une hypertension artérielle. Ça, c'est étonnant. Qu'il y a un effondrement du débit cardiaque avec une augmentation des pressions droites, mais une augmentation des pressions gauches. C'est-à-dire que ça, c'est une sorte de tableau d'insuffisance cardiaque globale et pas du tout droit. Et quand on a des embolies amniotiques qui arrivent chez des patients monitorés, bah, vous voyez que la pression artérielle pulmonaire d'oxygénation, c'est-à-dire la PAPO, la précharge du VG, peut être extrêmement élevée. Une embolie pulmonaire, ça ne donne pas 20 PAPO, normalement, avec un truc qui n'est pas expliqué par le remplissage. Et d'ailleurs, alors ça, c'est 4-5 points, ce n'est pas beaucoup. Quand on essaie de faire des courbes de Starling avec les pressions et les index de fonction ventricule gauche, on trouve des tableaux plutôt d'insuffisance cardiaque gauche. Bon, tout ça, c'est des petits trucs à droite à gauche, mais ça veut dire que l'hypothèse pure de l'espèce d'obstruction mécanique du ventricule droit, ça n'explique pas qu'on ait une défaillance gauche et ça n'explique pas qu'on ait une CVD. Alors, il y a une explication à un moment qui a été soumise, qui était une sorte de réaction de type anaphylactique. Pourquoi on a pensé ça ? Bah, il y avait un certain nombre de similarités. Et puis en plus, il y a des gens qui ont dosé la tryptase et qui ont trouvé des taux de tryptase élevés. Donc on dit finalement, c'est un choc anaphylactique au bébé.
Et c'est pour ça que, en fait, ça ne marche pas tout le temps. Il y a des patientes, elles sont allergiques à leur bébé et d'autres pas. Et donc, parfois, quand il y a un passage de liquide amniotique dans le sang, ça va donner ou pas une catastrophe, selon que vous soyez allergique ou pas, un peu comme quand on vous fait de l'augmentin. Bon, en fait, cette hypothèse a été finalement infirmée, en tout cas dans le sens d'une anaphylaxie vraie. Il y a en effet de la tryptase et il y a en effet de la dégranulation mastocytaire, mais ce n'est pas un mécanisme IgE dépendant. Donc, ce n'est pas une réaction allergique. Mais les cellules impliquées habituellement dans l'allergie sont en effet mobilisées dans cette histoire. Alors, si ce n'est pas de l'anaphylaxie, il y a quand même toujours une hypothèse immuno-inflammatoire, pas tellement allergique, parce que finalement, de plus en plus, le complément, la coagulation, les médiateurs de l'inflammation sont mobilisés et qu'on se retrouve quand même, certes, souvent, c'est masqué par deux choses. Le premier passage qui fait qu'il y a une insuffisance cardiaque droite et éventuellement le choc hémorragique, mais derrière, chez les survivants, il y a une sorte de choc immuno-inflammatoire qui ressemble plus à une défaillance multiviscérale septique qu'à un pur problème d'obstacle. Donc, la vision maintenant est un petit peu différente. Les gens continuent à dire que c'est quand même lié au passage de liquide amniotique, qu'il y a donc une entrée dans le sang maternel de particules fétales, souvent de particules bactériennes, et que là, il y a une espèce d'activation inflammatoire, mais que joue quand même le couple materno-fétal. C'est qu'en fait, ce n'est pas n'importe quelle mère avec n'importe quel bébé. Et après, on va avoir une activation de la cascade de la coagulation et une activation inflammatoire. Donc en fait, à côté de l'obstruction mécanique, on a maintenant une sorte d'hypothèse immuno-inflammatoire avec des molécules qui sont capables d'activer le système inflammatoire et qui sont responsables de ce qu'on appelle l'orage cytokinique, très à la mode l'orage cytokinique depuis la Covid, et les obstétriciens aussi, ils ont l'orage cytokinique, et d'un orage coagulationnel. Et maintenant, vous voyez, avant, on tapait embolie amniotique sur PubMed, après, on a tapé anaphylactoid reaction of pregnancy, maintenant, vous tapez immune storm of pregnancy et vous allez trouver la littérature sur l'embolie amniotique. Alors voilà, l'immune storm, là, on voit bien qu'à travers des pathogènes ou des débris de placenta liquide amniotique, on a une activation de l'inflammation par plein de voies différentes, par les cellules mastocytaires, d'où cet aspect un peu anaphylactoïde qui a pu être observé, le complément, les monocytes, tous les médiateurs de l'information qui vont bien, tous les médiateurs vasodilatateurs, et tout ça s'entraîne des atteintes tissulaires, des atteintes endothéliales, de la fuite capillaire et un état de choc qui finalement, passé la première phase, qui est plutôt un mode arrêt cardiaque, insuffisance cardiaque droite, est plutôt un choc un peu distributif. Et puis, à côté de ça, évidemment, beaucoup de vasoconstriction pulmonaire et d'hypertension artérielle pulmonaire. Si vous êtes plutôt là-dedans, vous êtes plutôt sur l'insuffisance cardiaque droite du bas débit. Si vous êtes plutôt là-dedans, vous êtes plutôt sur l'insuffisance circulatoire avec des besoins de noradré élevés, de la fuite capillaire. Et on voit bien qu'on commence à construire en fait un tableau qui est loin d'être uniquement mécanique. Et puis, pareil pour la coagulation, on a une activation de la thrombose, on a une activation de la fibrinolyse, on a de la CIVD qui va participer et qui va compliquer énormément les choses. C'est qu'en fait, en plus d'avoir un choc, une différence viscérale, on peut avoir un choc hémorragique. Et puis, ces CIVD, évidemment, créent des lésions d'embol, des lésions de micro-embol et éventuellement de macro-embol. Donc, c'est une pathologie quand même extrêmement complexe. Et voilà, vous pouvez avoir, quand vous intriguez les deux, c'est ça, cette histoire de AFE typique ou atypique. Vous avez des formes assez typiques dans lesquelles il y aura d'emblée une catastrophe et d'emblée une hémorragie et d'emblée une CIVD, donc ça c'est plutôt typique. Mais finalement, vous pouvez avoir des formes un peu incomplètes qui sont plus difficiles à diagnostiquer. Vous pouvez imaginer des formes qui sont assez peu choquées, mais avec beaucoup de CIVD et qui se présentent donc essentiellement comme une HPP grave. Et d'où ce Benson, là, il y a longtemps qu'il publie là-dessus et il était pas mal mouillé dans les histoires de anaphylactiques et il pose la bonne question, c'est qu'en fait, les gens disent mais pourquoi est-ce que c'est si rare de faire une embolie amniotique? Et lui, il dit non, c'est le contraire. C'est pourquoi est-ce que ce n'est pas plus fréquent?
parce que finalement, des passages de liquide amniotique, il y en a. Et la question, ce n'est pas pourquoi ça arrive une fois sur 50 000 grossesses, mais pourquoi les 49 999 autres ne le font pas. Mais c'est sûr que l'effet mécanique de passage de liquide amniotique est plus important qu'une fois sur 50 000. Alors, les Japonais, ils ont théorisé ça en disant, voilà, il y a vraiment deux types. Il y a soit des patients qui ont plutôt un tableau de collapsus cardiovasculaire initial, et ça, c'est généralement une détresse respiratoire d'emblée ou une perte de connaissance. Il y a une détresse fétale immédiate, et c'est des patientes qui sont généralement en arrêt cardiaque très rapidement, dans la première demi-heure. Et puis, il y a l'autre tableau, qui est plutôt un tableau d'HPP très sévère, avec coagulopathie précoce, qui se présente comme une HPP, avec une atrophie utérine. Et ça, l'arrêt circulatoire, il est plus tardif, probablement parce que là-dedans, il y a une part de syndrome d'hémorragie qui dépasse les épiques, et avec des taux de fibrinogène extrêmement bas, et là, des besoins en réanimation hémobiologique qui peuvent dépasser beaucoup d'équipes d'obstétrique. Alors, quand ils font des autopsies à celles qu'on fait le plus tôt l'arrêt cardiaque, et ben, en fait, dans l'utérus, ils ne trouvent pas grand-chose. Par contre, dans les poumons, ils trouvent de l'anapathe positive, avec, vous voyez, des arrêts cardiaques hyper rapides. Hein. Parfois, c'est 3 minutes après l'accouchement, 13 minutes après l'accouchement. Ça met une certaine ambiance dans la salle de travail. Et la deuxième chose, quand on voit l'anapathe des patientes qui ont eu plutôt une espèce d'hémorragie de la délivrance catastrophique, et ben, dans les poumons, il y a des trucs qui ne sont pas très, très spécifiques. Et par contre, on retrouve des lésions dans l'utérus, comme s'il y avait eu essentiellement un phénomène de CIVD qui était parti des veines utérines. Donc, au total, on est sur un passage de matériel fœtal, une interaction fœto-maternelle qui n'est pas encore super bien comprise, une activation de la coagulation, une activation de la systémique et un mécanisme d'obstruction mécanique et vasoconstrictif sur la circulation droite. Et tout ça va aboutir à des défaillances d'organes, les convulsions qui sont très fréquentes, l'encéphalopathie, l'insuffisance rénale, etc., etc., etc. Alors voilà un exemple, hein. Ce diapo est ancienne, mais je continue à montrer parce que c'est une vraie embolie amniotique qui a eu pas mal de bilans. Ça, c'est elle avait eu des bilans pendant le travail parce qu'elle avait un peu de fièvre. Donc, d'ailleurs, elle s'hémoconcentre un petit peu. Et là, vous voyez qu'elle fait convulsion collapsus au moment de la naissance. Et vous voyez que là, elle a 8 grammes d'hémoglobine sur le bilan. Elle n'a pas encore été transfusée. Et vous voyez qu'elle a déjà 0,7 grammes de fibrinogène et 8300 de dédimère. Et le 8 grammes d'hémoglobine montre qu'elle a été un chouïa rempli, mais il n'y a pas de drame. Hein. Et vous avez une hémostase qui est complètement à genoux. Il y a 10% de facteur 5. Il y a un fibrinogène qui est à 0,7. Ce n'est pas ce remplissage-là qui explique une telle dégradation de l'hémostase. Oui, derrière, en transfusant, on arrive à la tenir avec l'hémoglobine. Mais là, malgré l'apport de PFC, c'est une diapo ancienne. Les modes de réanimation de l'hémorragie ont changé. Hein. Là, on est typiquement dans un retard d'administration de PFC. Vous voyez qu'elle prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle prend 12 PFC, 10, 11 PFC et le fibrinogène ne remonte pas. Elle prend du fibrinogène aussi. On voit bien que là, on a activé quelque chose qui est absolument incontrôlable. Et cette patiente qui va terminer en ECMO et qui va mourir 2-3 jours plus tard n'aura jamais récupéré une hémostase. Et sous ECMO, tout ça va guérir petit à petit. Mais on aura une telle défaillance d'organes qu'il mourra quand même. Et on voit bien, c'est le point important, c'est l'attaque d'emblée de la coagulation. Aucune hémorragie de la délivrance ne donne ça. Alors, deuxième exemple, un peu plus récent, avec une réanimation plus agressive. Naissance à 1h11, malaise à 1h12. L'anesthésiste qui était à la tête de la bouteille, elle la tue tout de suite, elle appelle au secours. Arrivée des gens de la salle de réveil. À l'arrivée, la dame, elle est hypoxique, l'enfant la tient, et il y a une hémorragie qui apparaît secondairement, arrivée d'un deuxième anesthésiste. Elle est transfusée moins de 20 minutes après le début de l'hémorragie, et vous voyez que les moyens qu'ils vont mettre en place pour sauver cette patiente, les chirurgiens vont très vite aussi, ils ligaturent tout de suite, ils capitonnent, ils continuent à ligaturer. La dame va survivre. Ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution. Vous voyez, ça, c'est le taux d'hémoglobine. Ça, c'est le début de la transfusion. C'est-à-dire que ce bilan-là, c'est un bilan pré-transfusionnel. Ça vous donne une idée du remplissage. Elle a en effet été un petit peu remplie puisqu'elle est passée de 12
presque 12 à presque 10 d'hémoglobine. Quand vous regardez au même moment le taux de fibrinogène, vous voyez que le remplissage a fait baisser l'hémoglobine de 10-20%, vous avez un fibrinogène qui est d'emblée indosable et qui va avoir du mal à remonter malgré son taux de passe. Quand vous prenez le TP et le facteur 5, c'est pareil. Et donc là, vous voyez très très bien, alors que le niveau de remplissage n'est pas énorme, une attaque de l'hémostase. Et malgré des moyens assez importants, on finit par y arriver. Cette patiente-là, elle a eu une transfusion de produits sanguins labile plus rapide et elle a eu surtout aussi une intervention des chirurgiens beaucoup plus rapide. Puis ça, c'était au bloc opératoire, c'était dans le ventre. Et l'association d'une chirurgie extrêmement agressive et d'une réanimation extrêmement agressive avec des moyens, parce que là, il y a 3 anesthésistes, un interne d'anesthésie et 2 IAD, et plus une banque du sang qui suit. Et avec ça, on a réussi à sauver la dame qui est sortie sans aucune séquelle et même avec son utérus. Alors, le diagnostic biologique, c'est de la biologie standard. Bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de discuter un peu l'hémostase délocalisée. Il y a beaucoup de littérature. Alors, l'hémostase délocalisée, à chaque fois que je vous en parlais, je vais vous mettre les 2 machines concurrentes, le Roteg et le TEG. C'est des technologies un petit peu différentes, mais ça consiste à visualiser le caillot. En fait, le principe, c'est des trucs viscoélastiques. Il faut imaginer un tambour qui tourne dans un tambour et on met du sang entre les deux. Donc, le sang, c'est du liquide. Donc, et après, on met un starter de la coagulation. L'épaisseur de ce trait-là qui apparaît en bleu, c'est la force qu'il faut imprimer pour faire tourner le cylindre. Et vous voyez qu'en fait, initialement, quand vous déclenchez la coagulation, il ne se passe rien. Le sang est liquide. Donc, le truc tourne très, très bien. Et au fur et à mesure que le caillot se forme, vous voyez qu'en fait, ça devient de plus en plus difficile de faire tourner le cylindre. Et puis, au bout d'un certain temps, vous enclenchez la fibrinolyse. Et donc, le cylindre, le sang va redevenir liquide. Et en redevenant liquide, finalement, ça va être de nouveau facile de tourner le cylindre. Là-dedans, vous pouvez calculer au bout de combien de temps ça démarre. Vous pouvez faire des angles, vous pouvez regarder ce qui se passe à 10 minutes, à 15 minutes, vous pouvez regarder l'écartement maximum, c'est un peu la force du caillot, vous pouvez regarder si la fibrinolyse est lente ou très rapide. Bref, vous pouvez faire plein de diagnostics. Il y a 2 machines, impossible de dire laquelle, mais voilà, je ne rentrerai pas là-dedans. Le gros avantage, je vous le montre, c'est que c'est des petites machines, donc c'est un truc que vous pouvez avoir. C'est comme dans les réa, on a des gaz du sang, dans les réveils, on a des gaz du sang. Les obstétriciens, dans les salles de travail, ils ont des machines à gaz du sang. C'est pareil, vous pouvez tout à fait avoir ce truc-là au déchocage ou dans une maternité. Alors, voilà, des exemples assez marrants, où c'est une césarienne thoracique qui fait un arrêt cardiaque. Et les gars, ils la tubent, ils la ventilent, ils la réaniment, ils font un bilan. Et puis là, c'est tellement au moment de tout se passe, ils se disent que c'est une rachis anesthésique qui est montée trop haute, est-ce que c'est une embolie pulmonaire, est-ce que c'est une embolie gazeuse, est-ce qu'une embolie amyotique. Et là, ils font leur ROTEM ou l'autre, on s'en fout. Et vous voyez qu'en fait, le caillot se forme dans des délais rapides, mais au lieu d'avoir un caillot qui est comme ça, ils n'ont quasiment pas de caillot. Et ça, c'est plutôt un déficit en fibrinogène. Et puis, deuxièmement, au lieu d'avoir un caillot qui se forme et qui met beaucoup de temps à disparaître, s'aperçoit que le caillot disparaît tout de suite. Donc ça, c'est en faveur d'une fibrinolyse. Et quand ils font le test avec de la protéine et qu'ils bloquent la fibrinolyse, le caillot tient. Du coup, ils augmentent l'intensité. Alors, ils augmentent l'intensité de la réanimation et ils s'en sortent. Ça, c'est un deuxième case report du même genre, avec un arrêt cardiaque au moment de l'expulsion. Elle est réanimée. Ils se demandent si c'est une EP. Ils discutent de la fibrinolyse. Là, ils font un examen qui montre la même chose, pas de caillot. Et là, ils ne la fibrinolysent pas. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, elle est déjà fibrinolisée. La dame, elle l'a fait toute seule. Et là, il la réanime. Et vous voyez, la réanimation, c'est 6 kg, 12 PFC, 14 grammes de fibrinogène. Donc, une réanimation extrêmement agressive sur l'hémostase. Et ça, c'est parce qu'ils ont fait le diagnostic d'embolie amniotique. Et finalement, ils sortent avec une HPP de 4 litres, ce qui est beaucoup, mais ce qui aurait pu être bien pire avec une coagulation comme ça. Donc, l'intérêt de ces techniques, elles commencent à être bien isolées. C'est pas tellement que alors, c'est ça l'intérêt. C'est que, vous voyez, ça, c'est une corrélation entre un marqueur de ces matériaux-là et le fibrinogène. Et il y a une corrélation qui est très, très bonne. Il y a un certain nombre de ces marqueurs qui sont parfaitement corrélés au taux de fibrinogène. Ils sont corrélés d'ailleurs à peu près tous les marqueurs de la coagulation et ils sont corrélés à la quantité de saignement, comme l'est la coagulation normale. Ça fait longtemps que je sais que le taux de fibrinogène est corrélé à la gravité. Et ce truc-là, en fait, à mon avis, n'apporte pas énormément de choses. Il apporte surtout de la rapidité.
Si vous êtes capable d'avoir un TP, un TCA, un fibrinogène, des plaquettes et des dédimères en moins de 30 minutes, bah, finalement, vous avez tout ce qu'il faut pour réanimer la patiente. Le problème, c'est que dans certaines structures, c'est compliqué d'avoir ces examens biologiques. Et ces structures-là peuvent avoir intérêt à s'équiper avec des systèmes. C'est un peu le dextro et l'hémostase, si vous voulez. Alors voilà, vous voyez qu'il y a des courbes de corrélation. Ça, c'est une équipe française, hein, c'est Agnès, c'est les gens de Trousseau, hein, qui montrent qu'en termes de spécificité et de sensibilité, hein, pour détecter précocement des hypofibrinogénémies inférieures à 2 grammes ou des thrombopénies inférieures à 80, une femme qui accouche, elle a 5 grammes de fibrinogène, hein, et elle a des plaquettes relativement normales la plupart du temps. Donc si au bout d'une demi-heure de saignement, vous êtes à 1 gramme de fibrinogène et à 50 000 plaquettes, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attaque l'hémostase. Et bien, ces technologies vous permettent de le détecter rapidement. Encore une fois, le but n'est pas forcément, le but c'est d'avoir une information rapide, c'est peut-être de moins transfuser les patientes qui n'en ont pas besoin et de prouver à l'obstétricien que non, il n'y a pas de trouble de l'hémostase, non, il n'y a pas de problème pathologique, c'est un problème mécanique et qu'on va le régler. Et inversement, transfuser plus vite et plus massivement les patientes qui ont d'emblée une CIVD qui va être complètement sous-estimée par les cliniciens. Et ça, l'intérêt de ces technologies-là, eh ben, c'est en fait la rapidité de la réponse. Et vous voyez là, encore une fois, 2021, dans un journal qui n'est pas un journal d'obstétrique, qui n'est pas un canard de la réanimation, et ben voilà, il y a une revue de la littérature qui explique aux gens avec encore le TEG et le ROTEM, qui sont les deux marques concurrentes. Ils n'ont pas les mêmes indices, mais enfin, ils mesurent exactement la même chose, hein, vous voyez, finalement, mais ce n'est pas appelé pareil, et c'est vraiment le même principe. Ça, vous avez la réponse en 15-20 minutes. Hein. En plus, les machines se sont simplifiées, donc c'est de plus en plus facile à faire. Donc finalement, HPP catastrophique, embolie amniotique, en fait, vous pouvez avoir soit la version collapsus cardiovasculaire et circulatoire, soit la version HPP. Dans la version HPP, déjà, dans tous ces cas-là, on mobilise, anticiper la transfusion massive. Tout ce que je vous ai raconté, ça, c'est finalement de la réanimation, du choc hémorragique, qui n'est pas très, très spécifique. Et puis, si vous avez l'impression que vous avez une embolie amniotique, il faut surtraiter la coagulation, en sachant que ce n'est pas toujours facile, parce que vous êtes du remplissage catastrophique de quantité énorme de PFC chez des patientes qui ont une insuffisance cardiaque droite et gauche surajoutée, ça peut vous retrouver avec des hypoxémies extrêmement sévères. Hein, et donc, l'hémorragie grave supporte très très bien la transfusion massive. L'hémorragie grave compliquée d'une déférence multiviscérale, en particulier cardiaque, ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis, si vous êtes dans la case collapsus cardiovasculaire, eh ben, il y a évidemment l'introduction précoce de catécholamine. Si vous avez un arrêt cardiaque, eh ben, il y a le tiroir arrêt cardiaque de la grossesse. On n'a pas le temps de le développer ici. Et puis ça peut être une passe pour l'ECMO. Ici, ce n'est pas une très bonne passe pour l'ECMO initialement, parce que si ça saigne la rage, ça sera compliqué de faire tourner l'ECMO. Ici, c'est une bonne indication d'ECMO si on est sur un choc cardiogénique ou un arrêt qui ne repère pas. Alors, rapidement, un tout petit peu de simulation et de comportement. Ça, c'est des gens qui s'intéressent au leadership sur l'arrêt cardiaque. C'est des équipes d'anesthésiologues qui s'intéressent au sujet, hein, donc ils doivent être bons. Ils font des études sur mannequins haute fidélité et ils font des scénarios de rythme choquable, hein, FV-TV. Et en fait, ce qui est randomisé, c'est la perturbation. C'est que dans certains scénarios, il n'y a pas de perturbateur. Ils sont entre eux à jouer à l'arrêt cardiaque. Et puis, dans certains scénarios, on vous rajoute une radio bruyante et un proche perturbateur, le mari ou la femme de la personne qui est en arrêt et qui, évidemment, perturbe le truc en attrapant la manche du docteur. Enfin, vous connaissez tout ça maintenant, l'élément perturbateur. Et évidemment, on regarde, dans certains cas, on fait le premier scénario sans perturbateur, et puis deuxièmement, on fait les scénarios avec le perturbateur, et on voit que les qualités s'améliorent, les qualités de réanimation montent ou baissent. Ce qui est très intéressant, c'est ça. Ils ont ploté ici, c'est le score de qualité du leader. C'est-à-dire que c'est évalué sur comment il cause, est-ce qu'il donne des doses précises d'adrénaline, est-ce qu'il donne des instructions précises, est-ce qu'il est tout seul en train de masser ou est-ce qu'il se met un petit peu en retard en organisant les soins, est-ce qu'il donne une tâche à tout le monde, est-ce qu'il évite de donner 4 ordres contradictoires à la même infirmière alors qu'il y en a qui ne fait rien, etc., etc.
tous les comportements qu'on vous apprend maintenant, hein, que ma génération n'a pas apprises, mais que vous, on vous apprend à savoir se comporter en situation de stress, d'urgence et savoir en fait commander. Et puis là, ils ont mis en ordonnée des critères de qualité de réanimation. Au bout de combien de temps la dame ou le monsieur est défibrillé? Est-ce que les doses d'adresse sont les bonnes? Est-ce que le massage est de bonne qualité? Est-ce que le massage n'est pas interrompu? Est-ce qu'on regarde le scope au bon moment, au changement de masseur et non pas immédiatement, etc., etc., etc. Tous les critères de qualité du massage cardiaque. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites des scénarios sans perturbateurs, ben, vous voyez qu'en fait, dans cette équipe qui est très entraînée, les qualités du leader n'influencent pas la qualité technique de la réanimation. Moi, j'ai bien connu ça en SMUR, avec une équipe SMUR qui fait un arrêt cardiaque par jour. Quand vous arrêtez sur place, moi, les 10 premières minutes, je ne fais rien. En fait, je vais voir la famille pour discuter. Et je laisse l'équipe réanimer. Ils savent tous ce qu'ils doivent faire. Je ne vais pas leur expliquer qu'il faut mettre une voie veineuse et de l'adrénaline. Donc, moi, j'en profite pour sortir de la pièce et avoir des renseignements. Et au bout de 5-6 minutes, ben, j'ai une idée du terrain, j'ai une idée du zéro flow, j'ai une idée de etc., etc. Et je reviens dans la pièce et je suis capable de dire si on poursuit la réanimation ou pas. Mais sur les premières minutes, ils n'ont pas eu besoin de moi. Et c'est ce qui prouve là. Quand l'équipe est entraînée, on n'a pas besoin de leader. Mais dès que vous rajoutez le perturbateur, le mari inquiet ou la radio télé, la radio branchée à 110 décibels, vous apercevez qu'en fait, il y a une corrélation directe entre la qualité de la réanimation et le leader. Là, l'équipe, elle est perdue. Elle est perdue par le bruit, elle est perdue par le perturbateur. Si vous avez un bon leader, elle maintient ses performances. Si vous avez un mauvais leader, elle ne maintient pas ses performances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un arrêt cardiaque maternel ou quand vous avez une embolie amniotique, ça arrive dans un secteur qui n'est plus entraîné à ça. 20 ans, 30 ans de développement de l'anesthésie-réanimation en obstétrique, ça a servi à arrêter les arrêts cardiaques. Avant, on avait des arrêts cardiaques sur des intubations difficiles parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste en obstétrique, qui ne s'intéressait pas. Et quand il y a une césarienne en urgence, on poussait la dame au bloc, on appelait un anesthésiste qui arrive en urgence, genre ce qui endormait la dame et qui n'arrivait pas à l'intuber. Maintenant, avec le suivi des femmes, la consultation d'anesthésiste, les anesthésistes présents sur place, qui détectent les problèmes, le temps de réactivité, le formidable développement de la loco-régionale, etc., etc., il n'y a plus d'arrêt cardiaque en salle de travail. Et du coup, quand ça arrive à 2 heures du matin, un arrêt cardiaque maternel ou une embolie amniotique, c'est une situation catastrophique qui demande énormément de moyens alors qu'il n'y en a pas et qui tombe sur une équipe qui parfois n'a pas été confrontée à ça. Si dans une maternité, vous avez une embolie amniotique tous les 5 ans et qu'il y a 5 mecs qui prennent des gardes, 5 x 5, 25. Chaque praticien sera confronté à une embolie amniotique une fois toutes les 25 ans. Il ne peut pas être performant. Et là, c'est typiquement une situation où si vous arrivez en renfort, soit vous voyez que la situation est un peu gérée, il faut plutôt vous mettre au service de la personne et lui laisser le lead. Si par contre vous arrivez dans une situation où c'est la panique totale, parce qu'en fait les gens sont complètement débordés, vous aurez un rôle important de ramener de l'ordre. Il faudra prendre la main, même si vous ne connaissez pas la pathologie, et il y aura au moins un bénéfice de l'arrivée de la réanimation qui sera de dire, OK, on se calme, on va faire ça, toi tu masses, toi tu fais ça, on a des voies veineuses, est-ce que vous avez commandé le sang, etc., etc. Parce que vous pouvez arriver sur une équipe qui par ailleurs est compétente et qui là est complètement débordée. Et dans une situation dramatique comme ça, les gens peuvent perdre pied. Donc là aussi, il peut y avoir un rôle important d'une équipe de réanimation. Nous, on apprend ça entre nous, hein, quand on appelle le réveil ou quand on est au bloc opératoire, appelé dans le bloc opératoire d'à côté. On apprend à détecter la personne qui appelle au secours, de quoi elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'une aide technique ou est-ce qu'elle a besoin que quelqu'un reprenne la main parce qu'il est noyé? Et ça, c'est très, très important dans ces situations d'exception. Le côté psy, et après, j'arrête ce topo un petit peu long, excusez-moi, mais il y a beaucoup de choses à dire. Si vous avez ces patientes en réanimation, il n'y a pas de contre-indication à faire entrer un nouveau-né dans une réanimation. Ça, il faut être très, très clair. Les histoires, il y a des germes multirésistants, il va s'infecter, il faut arrêter. Si la dame, elle n'est pas infectée avec des germes résistants, d'abord, le bébé, je rappelle, qui sort de la dame, hein. Bon, donc, si elle arrive en réanimation et qu'elle a déjà des BMR, en fait, le bébé les a aussi. Si elle est en chambre seule, si on peut faire un petit peu attention, on peut tout à fait faire rentrer les bébés dans la réanimation. Évidemment, s'il n'est pas intubé, ventilé lui-même. C'est super important
hein, et c'est vraiment très, très important pour les patients. Toutes les histoires de peau à peau et tout ça, ça compte. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des syndromes de stress post-traumatique. C'est des gens, quand ils se mettent à saigner, elles sont conscientes. Il y a de plus en plus d'ALR. Les dames, ça démarre sous péri. Elles ont la révision utérine sous péri. Elles ont la suture sous péri. Quand ça démarque, elles voient l'obstétricien et l'anesthésiste qui commencent à s'agiter. Quand la banque du sang ne répond pas, ils voient l'anesthésiste qui s'excite parce que la banque du sang ne répond pas. Elles ont vécu tout ça. Et ça, c'est des contextes de mémorisation de situations catastrophiques. Elles ont mal, elles ont peur de mourir. Et dans les cas qui arriveront chez vous, elles ont raison d'avoir peur de mourir, ça aurait pu arriver. Elles ont vu la panique de l'équipe. Elles ont parfois vécu un transfert SAMU, pas intubé ventilé. Elles arrivent dans un hôpital qu'elles ne connaissent pas, qui est devenu le bébé, etc. Le papa, il suit comme il peut. Et en fait, c'est des conditions de stress post-traumatique très, très importantes et qu'il faut savoir prendre en compte. Hein, elles disent, en fait, c'est comme un bus qui descend une avenue à fond de cale, sans conducteur. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Mathias, pour cette présentation extrêmement complète qui a abordé vraiment tous les aspects de cette réanimation. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Pour le moment, je n'en ai pas vu dans le chat, mais n'hésitez pas, profitez-en. Comme je vous l'ai dit, Mathias est vraiment un expert reconnu qui participe à toutes les conférences de consensus. Donc, c'est vraiment le moment de lui poser des questions qui peuvent évidemment déborder un petit peu les aspects qu'il a évoqués ce soir. Alors, pendant que les... Il y a un chat, il n'y a pas de chat. Si, ouais, je le surveille, là, pour le moment, j'ai rien. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, moi j'en avais une, tu as présenté de façon volontairement assez dichotomique les deux formes de présentation de l'embolie amniotique, soit le côté hémodynamique cardiovasculaire, soit celui coagulopathie. En fait, voilà, est-ce que tu peux pas nuancer un petit peu ce propos? Parce qu'on a quand même évidemment le mélange des deux la plupart du temps, ou est-ce que vraiment on arrive à avoir ces deux formes très distinctes? On a ces deux formes, mais en effet, il y a le mélange des deux. Les deux formes se séparent pourquoi? Parce que la patiente qui fait la catastrophe cardiovasculaire, ça va être la catastrophe d'emblée. On a des cas d'arrêt cardiaque. Le bébé sort, la dame convulse et fait l'arrêt cardiaque. Et elle est en arrêt cardiaque. Voilà. Alors là, tu n'as quasiment pas le temps d'avoir la CIV, de quoi que ce soit. Et parfois, on se retrouve après avec une dame qui est massée pendant 2 heures, qui ne repart jamais, etc. Donc cette forme-là, elle existe. Après, dans la forme, et j'ai envie de dire, dans cette forme-là, on ne sait pas très bien sur la CIVD, parce qu'on n'a pas toujours le temps de la mesurer. Puis après, c'est de la biologie de l'arrêt cardiaque depuis 2 heures, tu imagines ce qu'on peut trouver, mais de toute façon, voilà, plus rien ne fonctionne. La forme HPP, comme on l'a dit, en effet, et je suis d'accord, il faut nuancer, c'est souvent des formes mixtes. C'est que vous pouvez avoir des formes purement coagulopathiques. Et donc là, vous avez une patiente qui finalement n'a pas de problème de pompe cardiaque, qui va répondre au remplissage. Plus elle saigne, plus on remplit, plus ça marche. Qui a besoin de noradré comme choc hémorragique, mais finalement qui va aller. Et il y a en effet des formes mixtes dans lesquelles il y a de la cardiopathie, droite et gauche, qui n'a pas été assez violente pour générer un arrêt cardiaque, mais qui va poser problème à la réanimation du choc hémorragique. Parce que réanimer un choc hémorragique qui a une limitation sur le cœur droit ou sur le cœur gauche, sans monitorage, c'est très compliqué. Hein, très, très compliqué. Et en plus, les techniques actuelles de réanimation sur l'hémorragie sont très agressives en termes de remplissage. Elles ne sont plus du tout impressives en termes de remplissage, cristalloïdes, plasmons et tout ça. Mais par contre, tu sais bien, sont très agressifs en termes de remplissage, ratio 1/1, PFC, machin, tout ça. Et ça, évidemment, sur le polytrome ou sur l'hémorragie au bloc opératoire qui n'a pas de cardiopathie, c'est assez simple, pas si simple que ça, mais au moins, quand on remplit, le cœur droit envoie au cœur gauche et le cœur gauche envoie dans l'aorte, donc ça aide. Sur une patiente qui a en plus une défaillance potentiellement biventriculaire, les gens se retrouvent parfois avec un OAP catastrophique, ils se retrouvent avec la dame qui saigne, qui est en OAP, avec parfois une place marée par la sonde d'intubation. Ça peut être des situations extrêmement difficiles en effet, ou parce qu'elles sont intriquées. D'accord, merci. Une question. Pour surtraiter la coagulopathie, on transfuse d'emblée les produits sanguins labiles sans attendre les résultats d'hémostase? Point d'interrogation. Mais dans ce cas, en quelle quantité et à quel moment passer le fibrinogène? Alors ça, vous avez complètement raison. Alors si on oublie cette histoire
de tolérance au remplissage du cœur malade, hein, si on est plus sur la partie coagulation hémorragique, tout à fait. Maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Sur un choc hémorragique grave, on sait à peu près qu'il faut à peu près faire des ratios à 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez 3 kilos, vous passez 3 PFC, et tous les 10 kilos, vous passez des unités plaquettaires. C'est assez simple, et ça, alors il y a des gens qui discutent sur le ratio, mais on s'en fout. Et le fibrinogène, pareil, vous pouvez en amener. Et donc, en fait, le problème, c'est quand vous êtes sur des saignements moins graves, il y a le saignement que vous allez contrôler, et vous avez besoin essentiellement de maintenir le taux d'hémoglobine, et souvent 2-3 kilos, ça va suffire. Et ça, c'est des situations où vous n'avez pas besoin d'apport de PFC. Soit le saignement continue, et là, vous allez petit à petit introduire des PFC, mais si le saignement est d'emblée catastrophique et que vous suspectez une embolie amniotique, oui, il faut faire d'emblée un apport de PFC. Dans ce cas-là, vous n'emmerdez pas. À chaque fois que vous passez 3 kilos, vous passez 3 PFC. Et si vous voulez passer 3 grammes de fibrinogène à chaque fois, ça ne pose absolument aucun problème. Il y aura très peu de complications du surapport de fibrinogène. Il peut y avoir des complications du surapport de PFC et du surapport de produits sanguins, ça c'est sûr, hein, c'est un peu compliqué. Encore une fois, c'est pour ça que, comme le disait Jean-Damien, quand il y a à la fois un choc hémorragique et à la fois une atteinte cardiaque, c'est vraiment très très compliqué. Mais sinon, si on discute uniquement en cas d'hémostase, vous guidez votre réanimation de culot globulaire sur les pertes sanguines et sur l'hémodynamique, et vous couplez de façon automatique les produits sanguins labiles qui font coaguler. Ok, donc pour préciser la réponse à Claire, on imagine qu'on est dans une situation où on voit d'emblée un saignement très très important, et donc la première commande, ça va être d'emblée 3 ou 4 kilos sans… Voilà, ça va être 3 kilos, 3 PFC, 3 grammes de fibrinogène et 1 gramme d'hexacil. Voilà. Okay. Ça va être très bête, mais déjà faire ça c'est bien, et c'est pas si simple parce qu'il faut les vérifier, il faut les transfuser, ça va déjà être du manpower. Mais en effet, il ne faut surtout pas perdre de temps là-dessus. Évidemment, vous avez raison, vous n'attendez pas des résultats biologiques. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là encore, pendant que vous réfléchissez à vos questions, tu as… Attendez, non, j'en ai une. Merci beaucoup pour le cours. Ok, super. C'est vrai qu'il est passionnant, mais c'est pour ça qu'on invite Mathias. Est-ce que l'embolie amniotique arrive forcément au décours de l'accouchement, ou faut-il évoquer le diagnostic devant une défaillance multiviscérale et ou CVD pendant la grossesse? Alors oui, globalement, il faut retenir quand même que c'est autour de l'accouchement, parce qu'il y a quand même une histoire de pression et de passage de liquide amniotique. Il y a quelques cas, toujours étonnants, il y a une dame qui a eu une embolie amniotique 8 jours après l'accouchement, parce qu'en fait, elle a fait une hémorragie avec une sorte de dissection dans le scarpa, il y avait une sorte de poche de liquide amniotique qui a pété 8 jours plus tard, et ça a été authentifié avec une CIVD à 8 jours, et avec le IGF-VP1 qui est remonté à 8 jours. Il y a l'histoire de chasse comme ça. Il peut aussi avoir, pendant la grossesse, des ruptures de la poche des os. On a des histoires comme ça, avec la dame qui se lève, qui rompt la poche des os, qui fait le malaise et qui s'effondre. Ça, c'est soit une embolie pulmonaire parce qu'elle s'est levée, soit une embolie amniotique parce qu'elle a rompu la poche des os. Donc, il y a en effet quelques cas. Ce n'est pas forcément au moment de l'accouchement, ça peut être au moment de la rupture de la poche des os. Sur une CIVD qui arriverait pendant la grossesse, vous pouvez tout à fait envisager l'embolie amniotique. Vous pouvez aussi envisager des chocs endotoxiniques ou des hématomes rétroplacentaires. Ouais. Enfin, on est quand même d'accord que dans, je ne sais pas moi, 99% des cas, c'est autour de l'accouchement. On est d'accord. Après, on est dans l'histoire de chasse. OK. Y a-t-il une place pour la dobutamine d'instauration rapide en cas de défaillance cardiaque manifeste et prédominante? Alors ça, c'est pas une question facile. La dobutamine, c'est vasodilatateur, hein, je rappelle, ça marche en partie comme ça. C'est arythmogène, c'est extrêmement tachycardisant, et souvent, en fait, malheureusement, ça ne marche pas. Vous savez bien que on voit ça, enfin, les inotropes, c'est très décevant, en fait. En fait, dans toutes les situations. Pendant très longtemps, le traitement de l'insuffisance cardiaque, ça a été de fouetter le cœur. On a même les inhibiteurs de la phosphodiestérase ont été inventés pour ça. Puis maintenant, en fait, les insuffisants cardiaques, on ne leur donne plus d'inotropes, on gère la précharge, la post-charge.
Donc, la dobutamine, c'est compliqué. Moi, je ne mettrais pas de la dobutamine à l'aveugle. Nous, on met pas mal de noradrénaline parce que souvent, il y a une défaillance périphérique. Il faut perfuser les coronaires. Après, vous pouvez tester des inotropes, mais faites attention parce que c'est extrêmement arythmogène et souvent, c'est sur une défaillance comme ça, c'est rare. Regardez, dans le choc septique grave, vous en mettez souvent de la dobutamine, finalement, pas tellement. Hein. Et puis, alors, le choc septique, c'est moins, on a le temps, mais souvent, vous avez des images d'écho avec un choc septique qui n'est pas formidable. Bon, finalement, la SVO2, le machin, le débit est maintenu, et vous avez plutôt tendance à pas mettre de vitamines. Moi, je pense qu'une embolie amniotique qui aurait une défaillance cardiaque qui nécessite de la dobutamine ou qui vous donne envie de la dobutamine, il faut discuter l'ECMO, en fait. Il faut discuter l'ECMO. Ouais. Il a discuté vite, parce que dans la plupart des cas, elle va venir d'ailleurs, l'ECMO. Hein, donc ça ne va pas être facile. Tout à fait. Et puis, alors, moi, c'est évidemment un seul cas clinique, mais on a été, nous, confrontés à une embolie amniotique qui avait fait l'arrêt cardiaque en salle de réveil, qui avait été récupérée, et puis le temps de la passer en réa et d'avoir effectivement une grosse insuffisance cardiaque droite à l'écho. On lui avait mis le NO qui avait pas mal stabilisé la situation. Donc, il y a des case reports comme ça, en effet. Ouais. Donc voilà, pensez au NO aussi, de toute façon, ça ne fera pas de mal. OK, y a-t-il d'autres questions ? Peut-être un mot, parce que je sais que c'est aussi un petit peu ton dada, sur l'hexacil. On voit que c'est maintenant donné de plus en plus, et peut-être, on a envie de dire, parfois par excès. On sait les problèmes parfois de nécrose corticale, ou en tout cas d'atteinte rénale. Deux mots là-dessus. Ouais, c'est compliqué. Le Hexacil, c'est un médicament qui est faut pas tirer sur ce médicament, il rend des services incontestables. Là, le problème qu'on a de notre spécialité, c'est que c'est un médicament qui est en train d'être introduit dans des situations qui ne sont pas si graves et qui, à mon avis, le bénéfice est discutable. Alors, ça ne nous aide pas, c'est qu'il y a une grande étude internationale qui s'appelle Women qui a montré que ça baissait la mortalité, mais quand on dissèque l'étude et qu'on la lit bien, le groupe contrôle qui n'a pas de l'hexacil a une mortalité catastrophique qui serait insoutenable en France, et sur 20 000 malades, le Royaume-Uni en a inclus 500, et toutes les autres ont été inclus par des pays des conditions d'exercice dramatiques, et la moitié des malades ont été inclus par 2 pays qui ont des mortalités maternelles 10 à 15 fois plus que nous on avait après la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous dire, c'est des gens qui travaillent dans de telles conditions où il n'y a pas d'accès au sang, où il n'y a pas de chirurgie, où il n'y a pas d'anesthésie. Donc en cela, tout ce qui coagule va marcher. Évidemment que si vous arrosez tout le monde d'hexacil, mais vous auriez fait la même étude avec du cytotec, avec n'importe quoi, ça aurait marché. Donc en effet, moi, si j'ai une HPP qui démarre et que je suis au fin fond de la pampa, évidemment que je lui colle du cytotec et de l'hexacil, évidemment. Par contre, à chaque fois qu'on essaie de reprouver ça dans des systèmes modernes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que finalement, soit il n'y a pas une fibrinolyse de malade et finalement les techniques qu'on a fonctionnent, et puis soit en effet on a une situation catastrophique et il faut être naïf, il faut penser que c'est l'hexacil qui va sauver les gens. Et donc je pense que c'est le problème. Alors il y a des études qui sont sorties là récemment, qui ont fait des New England sur l'accouchement voix basse avec sans hexacil, la césarienne avec sans hexacil, sans. Et en fait à chaque fois on trouve des résultats, mais c'est décevant. Alors c'est des critères, vous savez, de définition de l'HPP. Alors on prend un critère à X millilitres, et puis si le critère il est bien choisi, et ben, il suffit que par exemple vous preniez 1 litre, et ben, si l'hexacil ça marche, ça fait saigner moins, donc si les dames au lieu de saigner 1,1 litre, elles saignent 950 cc, ben, si vous arrivez à en basculer beaucoup, vous allez sortir un petit P. Mais enfin, le résultat, quand vous regardez entre le groupe hexacil et pas hexacil, c'est des différences de saignement de 80 millilitres. 80 millilitres. Mais comme c'est très homogène, évidemment, l'ordinateur dit que oui, ce n'est pas lié au hasard. Et en effet, elles ont saigné 80 millilitres de moins grâce à l'hexacil. Donc l'hexacil, ça diminue en effet le saignement, mais vous allez chez le dentiste pour l'hexacil, ça saignera moins. Les ERN mettent ça sur des épistaxis. Donc l'hexacil, à chaque fois que vous avez un saignement, vous avez un peu de fibrinolyse. À chaque fois que vous avez l'hexacil, ça saigne moins. Moi, je pense que le problème, c'est que sur la plupart des hémorragies de délivrance, l'hexacil va faire économiser très peu de saignement et pas de culot globulaire. Et puis sur les situations catastrophiques, évidemment qu'il faut faire de l'hexacil, parce que tout ce qui peut nous aider va nous aider, mais ce n'est pas le gramme d'hexacil qui va transformer le match. Donc voilà ce que je pense. Et attention, dans la dernière étude New England sur la césarienne, le boulet est passé pas loin, parce que le groupe hexacil a
4 ou 5 fois plus de phlébites que le groupe non hexacyle, avec un petit p à 0,07. Donc, voilà, comme c'est 0,07, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est quand même passé pas loin. Hein. Et 0,07, ça veut dire qu'en fait, il y a plus de 5% de chance, 7% de chance que la différence soit liée au hasard. Enfin, il y a quand même 93% de chance que ce soit vrai. Et comme par hasard, le groupe hexacyle a plus de phlébites. Alors, il n'y a pas plus de morts, il n'y a pas plus de paix. Enfin, voilà. Et je pense que moi, quand on donne un médicament aux gens qui n'en ont pas besoin, on prend des risques. Bon, je ne suis pas un anti-hexacyle, mais je pense que vous, si ça arrive en réanimation et qu'il y a de la coagulopathie, que vous mettez l'hexacyle, ce sera plus un problème. C'est plus le problème de l'anesthésie, où la patiente, maintenant, dans certaines matières, prend quasiment de l'hexacyle avant d'avoir la révision utérine et avant d'avoir le Nalador. Et bien ça, je pense que c'est une erreur. Si au stade où vous êtes appelé en renfort de réanimation sur la dame qui saigne la rage, s'ils n'ont pas fait d'hexacyle, oui, faites-le. Le bénéfice sera en faveur. Ok. Merci beaucoup pour ce point, je pense qu'il est important, parce que comme tu le dis, on en voit de plus en plus, et même pour des hémorragies pas très sévères. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je profite pour vous rappeler que ces présentations sont enregistrées, hein, donc elles seront disponibles sur le site de CEMIR. S'il n'y a pas d'autres questions, Mathias, il me reste à te remercier infiniment pour cette présentation toujours aussi passionnante et très, très bien documentée. Et donc, à vous souhaiter une très bonne soirée et, comme l'a dit Mathias en introduction, une très, très bonne année. Merci à toutes et à tous. Et bon courage aux réanimations médicales pour la Covid. Merci, nous, on aide quand ça déborde, mais pour le moment, vous êtes quand même plus mobilisés que nous, je vois bien. Mais voilà, bon courage. Merci à tous, très bonne soirée.